La première fois que j'ai vu un expert comptable, je suis tombé de la chaise limite. Quand je suis arrivé ici, je me suis senti directement comme un smicard, tu vois. J'étais un pauvre. Ton paradigme, il change complètement. C'était un peu compliqué au début. Avec du recul, ça a été la meilleure expérience de ma vie. Je jurais que par le digital. Après, j'ai commencé à rencontrer plein de gens, dont toi, qui ont des business physiques, qui font beaucoup d'argent. Donc là, ma vision a totalement changé. Même si tu viens avec beaucoup d'argent, ça ne veut pas dire que tu vas réussir. Ça, c'est la réalité du marché à Dubaï. On avait plus de 3000 mails. Plus de 3000 mails, ouais, c'était vraiment conséquent. On n'avait que cette force-là. Quand tu crées une dark kitchen, surtout à Dubaï, avec toute la concurrence, la plus grosse force, elle va être... Les codes du dropshipping, je les ai adaptés, on va dire, à la restauration, avec un budget restreint. On était obligé. Parce que si on jouait au même jeu que tout le monde, on n'avait pas les armes. Avec cette stratégie-là, implantée en France. Ouais, je pense que ça fait un... La clé, c'est la créativité. Avec peu d'argent, tu peux faire des choses de malade, avoir des stats sur les réseaux sociaux. C'est gratuit, hein. Et vraiment, dites-nous merci après. C'est le jour de l'ouverture où on a décidé d'ouvrir. On n'a pas assumé. On l'a fait bugger la machine. Tu m'as dit coupe, on va pas tenir. J'avais l'impression que c'était un projet NFT notre truc. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue encore une fois sur ma chaîne WissNJ. Vous avez vu mes précédents podcasts avec des invités différents qui sont dans le monde de la restauration, enfin qui ont commencé dans le monde de la restauration. Alors aujourd'hui, j'accueille un invité très spécial pour moi. Donc c'est un invité qui m'est cher à mon cœur. Donc Nassim, comment tu vas? On est bien reçu ici. Nassim Sky, donc je tiens à préciser, c'est Nassim Sky. Nassim Sky sur les réseaux. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va? Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Je suis très honoré d'être sur ta chaîne YouTube aujourd'hui. Ah ouais, merci. Une chaîne qui, franchement, je suis content les stats qu'on fait là au début. Je trouve que c'est un début explosif. Hein. Ouais, vraiment, je suis vraiment incroyable. Content. Je pense que c'est pour ça que ça me donne vraiment envie Après, de continuer. Le contenu de qualité que tu délivres aussi, il faut le dire. C'est gentil, merci. Faut le dire les gars, faut le dire. Bon, donc Nassim Sky, je vous explique en 2 mots. Premièrement, c'est un ami que j'ai rencontré ici sur Dubaï quand je me suis expatrié. On s'est expatrié sensiblement dans les mêmes dates. Donc on s'est rencontrés au foot pour la petite histoire sur Dubaï fin 2020, début 2021. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et qui par la suite, on s'est associé sur plusieurs projets. Donc là aujourd'hui, on va parler de ça. Donc dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à la modeste commu que j'ai? La commu. Ouais. Moi, c'est Nassim Sky. Je fais du e-commerce depuis 2018. J'ai envie depuis 2019 et je suis, comme tu l'as dit, sur Dubaï depuis 2020. Moi, en gros, j'ai fait beaucoup d'e-commerce, mais avec toi, on a fait plusieurs business, notamment à Dubaï. Je pense qu'on va en parler aujourd'hui. Voilà, c'est à peu près tout sur moi. Est-ce que on peut en parler un petit peu de tes débuts dans l'e-commerce? Qu'est-ce que tu as fait quand tu as commencé on va dire, dans ta vie entrepreneuriale? Ok. Moi, de base, j'étais en BTS, comptabilité. Mais ça ne me plaisait pas du tout. J'ai tout fait pour trouver une alternative à ça. Et j'ai trouvé un taf de nuit en mode intérim. Je connais la petite histoire. Donc, je travaillais de nuit, j'avais l'école la journée pour faire mes premiers 2000 € de côté. J'ai commencé le dropshipping et le premier mois, ça a bien marché pour moi. Et après, tout simplement, j'ai continué. Donc, j'ai arrêté l'école et j'ai mis all-in sur le dropshipping. Après, ça fait que prendre pour moi. Et donc, après, je me suis expatrié rapidement. 1 an et demi après mes débuts, je me suis expatrié à Dubaï. C'est un environnement beaucoup plus stimulant pour évoluer. T'avais quel âge? J'avais 21 ans. Ouais, très jeune. Ouais, 21 ans. J'ai vite compris, moi, la douille de la France. Ouais, c'est clair que quand tu commences, c'est ce que je disais dans une vidéo, quand tu commences dans l'entrepreneuriat en France et surtout la nouvelle génération, on va dire, qui sont sur le digital, la première année, ils ne se rendent pas compte, ils font leurs chiffres, ils s'éclatent et à un moment donné, ils se réveillent d'un bon matin, l'expert comptable appelle, voilà, tu as fait tant de chiffre d'affaires, tu dois payer tant d'impôts. Là, ils se réveillent, ils se disent, putain, je pensais que j'avais fait tout ça dans mes poches, mais en fait, rien. Ouais, c'est ça. Moi, la première fois que j'ai vu un expert comptable, je suis tombé de la chaise limite. Ouais, c'est ça. Après, comme on en parlait rapidement, la France, c'est quoi? Le système, c'est quoi? Tu fais de l'argent, tu fais des bons bilans comptables, tu vas lever de la dette avec tes bilans. Moi, depuis le début, je sais que je ne fais pas passer par le crédit bancaire. Donc, en fait, c'est pour ça que je suis parti très tôt de la France, parce que je n'allais pas profiter du système. Tu peux t'enrichir en France avec le crédit, tout ça, tu vas faire du patrimoine, tout ça, mais ce n'est pas quelque chose où je ne suis pas aligné avec ça.
Donc moi, il n'y avait aucun intérêt que je paye des impôts exorbitants, mais derrière, j'en profite pas avec les banques derrière, tu vois. Exactement. Donc c'est pour ça que je suis parti grave tôt. J'ai compris ça tôt, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, tu arrives à Dubaï à 21 ans. Comment se passe un peu ton expatriation ici, les premiers mois? Bon, au début, la vérité, c'était compliqué. C'était compliqué dans le sens où moi, c'est la première fois que je quittais le cocon familial. J'arrive tout seul, je suis à 7000 km de tout le monde. Donc moi, j'étais vraiment tout seul quand je suis arrivé, je connaissais personne. Et c'était un peu compliqué au début. Mais après, bon, je m'y suis fait, j'ai pris mon logement. Et après, voilà, j'ai mis mes petites routines. J'ai rencontré des gens comme toi, comme voilà, des amis qu'on a en commun ici. Et voilà, petit à petit, je me suis fait. Et avec du recul, bah, ça a été la meilleure expérience de ma vie. La meilleure chose que j'ai fait en tout cas. Parce que si j'aurais pas fait ça, je pense que déjà, je l'ai vu en France, tu vois, au bout d'1 an, quand je commençais à, voilà, à faire des bons chiffres, tout ça, bah, dans ma petite ville, j'avais pas ce truc de stimuler, tu vois, de stimulation. T'étais plus aligné avec J'étais les plus gens. trop aligné parce qu'il y avait déjà personne, presque personne qui faisait ce que je faisais. Et c'était pas, voilà, c'était quand je suis arrivé ici, je me suis senti directement comme un smicard, tu vois. Alors qu'en France, je me sentais riche. Ouais, Alors exactement. que ici, tu arrives, tu dis ouais, tu vois, Ouais, je suis un pauvre. Exactement, tu fais face à de nouvelles personnes Ouais, et ça te pousse vers le haut. Donc je pense que c'est tout bénef. Ouais, c'était tout bénef. Ton paradigme, pour il toi, change complètement. ouais. Parce que voilà, toi, pour toi, tu fais. Ouais, à cette époque-là, je faisais peut-être 10-20 cas par mois. Tu arrives ici, c'est rien du tout, tu vois. C'est le SMIC de certains. Ouais. En France, c'est dans le top 1% quand tu fais ce genre de revenus. À Dubaï, tu es loin. Tu es très loin. Donc, je pense que c'est ça qui permet d'évoluer en tant qu'entrepreneur, tu vois. Du coup, on s'est rencontrés. Comment? Dans un foot, il me semble. Ah, exactement. S'il y a beaucoup de foot, c'est bien ici parce qu'en fait, les Français en général, ils jouent entre eux. Donc, je peux faire des belles rencontres, des mecs qui sont dans plein de domaines, tout ça. Et nous, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Exactement. Moi, je suis arrivé pareil à cette période-là et honnêtement, je cherchais un petit peu quoi faire en activité. Donc j'allais à la salle de sport, etc. Mais il me fallait une activité qui puisse, voilà, comme le foot, tu vois. Et du coup, bah, c'est là où, je sais pas, sur Facebook, j'ai trouvé un groupe, etc. Et on s'est vu la première fois, ouais, je me souviens que c'était au stade Al-Nour, à Al-Barcha. Ouais, je me souviens de ce fameux stade, c'était le Classico. Exactement, exactement. Donc c'est là où en fait, quand tu fais la rétrospective, où tous les amis qu'on a aujourd'hui en commun, on les a tous rencontrés à cette période-là. Et aujourd'hui, ça fait bientôt 4 ans qu'on vit tous ici. Exactement. Ouais. Et on s'est tous rencontrés à ce moment-là. Et exactement. C'est dingue. Donc ensuite, donc là, tu es toujours dans l'e-commerce jusqu'à, quand tu t'es expatrié, je veux dire, tu es resté à faire de l'e-commerce. Il me semble que tu t'es un peu plus spécialisé en faisant des marques. Ouais. D'accord, donc tu as commencé dans le drop et tu t'es orienté sur création de marques. Bah en fait, tu arrives à Dubaï, tu vois que le train de vie il est très élevé. Et le dropshipping, c'est quoi? C'est les revenus sont super instables. Parce qu'en gros, tu peux avoir une bonne boutique qui va fonctionner pendant 2-3 mois, tu vas faire des chiffres de malade. Mais après, pendant 6 mois, il n'y a rien. Et après, tu vas refaire des chiffres de malade. Donc, quand tu fais tout ça sur une année, c'est vrai que tu as fait beaucoup d'argent. Mais à Dubaï, quand tu as des grosses charges mensuelles, je pense que le dropshipping, ce n'est pas vraiment la meilleure solution, tu vois. La meilleure solution pour moi, c'est de faire des marques. Donc, c'est ce que j'ai développé depuis maintenant 3 ans. J'ai plusieurs marques. Et avec les marques, ça n'a rien à voir. Parce que tu as des revenus stables, croissants, périn et toujours en croissance, parce que tu maîtrises mieux tout ça. Donc ouais, moi je me suis plutôt spécialisé en mode création de marque. Après, je fais encore du dropshipping, mais plutôt pour tester des idées. Et si les idées, voilà, ça fonctionne, là je balance en marque et là Ouais, donc tu as ton process en fait sur le site, tu fais encore du drop pour tester des différentes, comme tu le dis, des idées. Et si tu as un produit qui correspond, qui fait un peu de chiffre, là tu le transformes en marque. Ouais, c'est ça. Après, toi, ta spécialité, c'est ça. Donc du coup, c'est te mettre en marque. Et sur quel canal d'acquisition? Moi, Meta Ads, donc Facebook et Insta. Ça, c'est vraiment mon cœur de métier, on va dire. J'ai dépensé beaucoup plus qu'1 million d'euros là-dessus, sur la plateforme. Mais ouais, juste pour revenir par rapport à avant, je fais un peu de dropshipping aussi, parce que parfois, il y a toujours des coups à faire, tu vois. Que ça soit dans certaines périodes, Q4, tout ça. Tu sais que ça va pas être un produit que tu vas poncer toute l'année en marque, mais il y a des coups à faire, il y a beaucoup d'argent à faire en dropshipping. Aussi. Ouais, comme l'été aussi. L'été, je fais beaucoup d'argent aussi. Donc, je fais un peu de dropshipping comme ça, mais la vérité, le meilleur, c'est faire une marque parce que
voilà, tes revenus ils sont prévisibles, quoi, tu Ouais. vois. Donc suivez-le, les amis. Il est sur Insta, sur TikTok, il ouvre bientôt sa chaîne YouTube. Donc peut-être quand la vidéo sortira, ta chaîne sera déjà Ouais. sortie. Donc je mets tous les liens en description. Donc n'hésitez pas à les suivre. Et C'est gentil. honnêtement, c'est pas parce que c'est mon ami et que on s'est associé ensemble ou quoi que ce soit. C'est que j'ai vu enfin, il a une capacité de compréhension du marché qui est au-dessus de toute la moyenne. Et même en point de vue marketing, j'ai rarement vu une personne aussi smart. Donc franchement, moi, je suis hyper content de t'avoir connu. Parce que Ça fait plaisir. même ce qu'on a fait ensemble, que ce soit, parce qu'on va en parler dans deux projets où on a vraiment travaillé ensemble, donc l'ouverture de l'agence, enfin du studio où on a fait des projets Metaverse, donc on va en parler, et la Dark Kitchen, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, donc on va parler beaucoup plus de ce side-là, de notre expérience ici dans la Dark Kitchen. Donc Nassim était associé avec moi sur la Dark Kitchen. On a créé donc cette cuisine avec une marque en particulier. Donc on en a fait d'autres, mais celle-ci, donc la marque de burger, c'est celle-ci dont on va beaucoup plus parler. Bah, merci, franchement, ça fait Il y plaisir. a pas de Et moi souci. aussi, je suis honoré d'avoir pu faire plein de business avec toi. Wissam aussi, les gars, c'est un gars. Vous allez voir de toute façon sur sa chaîne YouTube. Vous avez déjà vu toute la valeur qu'il a délivrée. Et là, vous allez voir que ce qu'il envoie, c'est du lourd. C'est gentil, merci Donc, beaucoup. c'était bien, c'était une bonne idée, la Dark Kitchen, parce qu'on a associé nos forces. Exactement, ouais. Marketing en ligne, Ah. toi, business physique. Exactement. J'ai appris beaucoup de choses avec justement tes compétences en marketing. Moi, je pense que j'ai appris plus. Parce que quand tu viens du monde digital, tu fantasmes beaucoup sur le monde de la restauration, business physique. On va en parler. On va en parler après. On va en parler. Mais moi, j'ai appris énormément. Énormément. Bon, et ben justement, par rapport à ça, donc on va épargner un petit peu certaines choses comme le studio de Metaverse. Donc on a créé un studio de Metaverse, on a fait pas mal de choses durant un an, on a énormément investi, que ce soit argent ou temps ou les équipes, etc. On a fait beaucoup de choses. Après, on en parlera peut-être dans une autre vidéo parce que c'est pas forcément le thème aujourd'hui du podcast. On va aller directement dans le vif du sujet. Donc, justement, quel a été, toi, quand tu as commencé dans l'entrepreneuriat et quand tu es venu ici à Dubaï, c'était quoi ta vision par rapport au monde de la restauration? Est-ce que tu avais, comme tu l'as dit, peut-être que tu fantasmais un petit peu sur ce monde-là? Comment tu le voyais, toi, d'un point de vue mec du digital? Moi, j'ai eu plusieurs phases. Première phase, je jurais que par le digital. C'est-à-dire que je me disais, tous les commerces que je vois à droite à gauche, ça ne gratte rien du tout, ça ne gratte pas d'argent, tout ça. Il n'y a qu'en ligne où on fait de l'argent. Après, j'ai commencé à rencontrer plein de gens, dont toi, plein d'autres personnes aussi qui ont des business physiques, qui font beaucoup d'argent. Donc là, ma vision elle a totalement changé. Et c'est à ce moment-là où, dans un coin de ma tête, je me disais, je suis obligé, il faut que je teste, il faut que j'ouvre un restaurant, il faut que j'ouvre un business physique. Et maintenant que j'ai fait et que j'ai l'expérience, je sais vraiment c'est quoi les forces et les faiblesses un peu de ce truc-là. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de forces, mais il y a aussi beaucoup de faiblesses. Ah, bah ça, c'est clair. Je pense qu'on va en parler aussi. Ouais, on va en parler. Après, les faiblesses, je pense que avec l'expérience qu'on a eue ici à Dubaï, je pense que tu les as un peu plus... Ouais, en x100. Ouais, voilà, les faiblesses. Même si tu vois les forces en x100 aussi ici, mais tu vois aussi les faiblesses en x100. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc on a ouvert la Dark Kitchen il y a 2 ans maintenant. Ouais. C'est ça, il y a 2 ans. Non, l'année dernière. Un an et demi. Un an et demi, ouais. Exactement. Donc, c'était après en avoir parlé énormément. Donc, moi, de base, pour dire à la commu, de base, j'étais pas forcément chaud d'ouvrir un truc ici à Dubaï, un commerce physique, parce que je savais d'emblée que le budget pour ouvrir quelque chose, il était monstre. Après, j'ai quand même eu le son de cloche de la Dark Kitchen, etc. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer? On en a parlé plusieurs fois, on a vraiment fait nos recherches. On a étudié le marché. Exactement, on a étudié le marché et tout. Et on avait aussi pour projet de faire aussi d'autres choses par la suite en rapport avec la Dark Kitchen ici sur Dubaï. Est-ce que tu te souviens, donc au début, quand on voulait ouvrir, on s'est heurté quand même à énormément de problématiques. Donc on cherchait déjà les coins à Dubaï où est-ce que ça pouvait marcher. Donc, est-ce que tu te souviens de ce moment-là?
Ouais, on a fait une technique de filou. En fait, ce qu'on allait faire, c'est que on savait pas quelle zone marchait le mieux. Donc, il y a Business Bay, pour ceux qui connaissent. Business Bay, tu vas délivrer un peu, voilà, Business Bay, Downtown, tout ça. Après, tu as la zone Marina. Et nous, on hésitait vraiment entre les deux. Et on savait pas quelle zone débitait le plus, en vrai. Est-ce qu'il y avait plus de commandes Marina, c'est plutôt les touristes, tout ça. Business Bay, c'est plutôt les gens locaux. Après, bon, je sais qu'il y a un peu les deux. Qui travaillent dans les bureaux. Donc, il y avait vraiment des avatars clients différents. Ce qu'on a fait, c'est qu'on avait trouvé une entreprise qui avait des dark kitchen. Ils avaient un tableau. Et sur le tableau, ils mettaient le nombre de commandes qu'ils avaient. Donc nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait regarder à chaque fois le soir en cachette. On allait, parce qu'en fait, c'est vitré, donc tu pouvais voir au niveau du tableau. On regardait le nombre de commandes qu'ils avaient. Et on avait déduit que, bah, au final, leur stand, en tout cas à Business Bay, n'était pas si... Ça débitait pas. C'était pas un truc de fou, en fait. Donc après, on a découvert la meilleure zone, donc on a fait nos recherches. La meilleure zone en vrai de livraison, c'était Hessa Street. Hessa Street. Donc en fait, en soi, on avait, parce qu'avant de faire ça, on a visité plusieurs, entre guillemets, partenaires qui proposaient des dark kitchen. Donc on a visité, il me semble, il y avait Kitchen Park, Food Nation, il y en avait d'autres. Donc il y avait Kitopie, mais eux, c'était un autre business model encore. On avait quand même visité aussi. Tu avais aussi Kitchen Express. Ouais. Donc on en avait pas mal, on les avait tous fait. Deliveroo aussi. Deliveroo aussi, ouais. Sauf que Deliveroo, il fallait obligatoirement ouvrir, avoir une plateforme de... En fait, ils avaient l'exclu. Exactement, l'exclusivité, ouais, c'est ça. Mais après, ils te mettaient plus en avant. Donc c'était un plus un moins, mais après, tu es trop dépendant d'eux. Exactement. Donc, on n'a pas pris ce risque-là. C'est ça. Donc on les avait tous fait en fait. Ouais. Il y a 4 acteurs ici sur Dubaï qui sont un peu comme Kitchen Park, qui tiennent, on va dire, le marché. Et on avait fait les 3 points stratégiques. On a fait JLT, on avait visité à JLT, Hessa Street, Business Bay et la Marina. Ouais, c'est les 4 zones qu'on avait visitées, c'est vrai. Et donc, du coup, après avoir visité, etc., on ne savait pas où choisir, quelle zone marchait le mieux. Parce que les loyers, ils étaient relativement similaires à quelques milliers de dirhams près, on va dire. Ouais. Mais c'était presque la même chose. Donc, on ne savait pas quelle zone c'était la plus intéressante. On avait, je me souviens de Marina. Il me semble que c'était légèrement moins cher. Et on se posait ces questions. Mais pourquoi Marina, c'est un peu moins cher, alors qu'on nous dit que Marina aussi, ça marche bien. Y avait, En plus, Marina, il y avait le stand pour manger dehors, là. Ouais. Donc, en plus de ça, Food Nation. Voilà, Food Nation, il y avait un dine-in. En plus de ça, c'était vraiment sur la marche, là, sur la Marina, quoi. Exactement. C'était bien placé, quand même. Food Nation, c'est là où d'ailleurs, comment il s'appelle, Sadek a ouvert, a repris une dark kitchen là-bas. Exactement. Donc c'est vrai, on a tout visité en fait. On a tout visité. Et là-bas, c'était moins cher que où on a pris finalement, on va y revenir après, Hessa Street. On se demandait pourquoi. Et au final... Et toi, tu as fait aussi tes petites recherches sur Google, sur Facebook. Tu te souviens, tu essayais de lancer des... pour voir la portée. Exactement. Au niveau des ads, c'est vrai. Donc en gros, donc en fait, pour expliquer vraiment aux plus débutants, sur Facebook, on peut cibler à peu près n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. Donc ce que je faisais, c'est que j'ai mis l'adresse, par exemple, de Hessa Street. Et je mettais sur un périmètre, donc nous on livrait sur 15 km il me semble avec Deliveroo. C'est ça, ouais. Et je regardais donc la portée, on avait une meilleure portée largement quand on partait de Hessa Street, parce que c'est en fait au milieu de tout, qu'il y avait Barcha il me semble. Il y avait Barcha, il y avait La Palme, il y avait JBR, la Marina, JLT. Tu avais énormément il y avait surtout les coins des villas. Et on nous avait expliqué que les paniers moyens étaient beaucoup plus élevés là-bas parce que c'était les familles qui commandaient. 90 dirhams, je me souviens des paniers moyens de cette zone-là à Hessa Street et qui étaient de 50 dirhams à Business Bay. Donc on avait fait ce travail-là, on avait bien regardé, donc on avait regardé les portées, etc. Business Bay, Marina, Hessa Street, et on avait décelé que Hessa Street c'était vraiment la meilleure place pour prendre une dark kitchen, mais c'était aussi la plus chère. C'était la plus chère, ouais. Donc c'est pour ça, je pense que c'était ça qui justifiait le prix, c'est que il y avait le plus d'attractivité à ce niveau-là. D'ailleurs, il y a une route là où on s'était installé, où il y a sur, je sais pas, peut-être 2 km. Il n'y a que des dark kitchen. Exactement. Il n'y a que des warehouses. Et à l'intérieur, ils coupent ça en je sais pas, peut-être 50 petites cuisines où tu as toutes les marques, même des grosses marques connues. Je sais pas, tu te souviens, à côté de nous, il y avait Buns. Tu avais des marques comme Cinnabon. Enfin, vraiment, tu avais toutes les grosses marques. Il y avait même Zatar à un moment donné. Zatar, exactement. Ils sont restés quelques mois, je ne sais pas si tu te rappelles. Mais
Et ils sont partis, ouais. Ils sont partis parce qu'ils ont pris un truc plus grand. Plus grand, ouais. Ouais, exactement. Donc ils ont fait en fait exactement ce qu'on faisait, quoi. On teste Exactement. le marché et si on voit que ça pète, on ouvre un peu plus grand. Donc là, ça a été une. Je pense pas qu'on va avoir le temps de parler de tout ça, mais dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on aborde dans une autre vidéo, ou bien moi-même, ou bien peut-être même avec Nassim, qu'on aborde vraiment tous les points spécifiques et notre expérience sur la Dark Kitchen ici à Dubaï, parce qu'il y a énormément de choses à dire en fait. Donc je pense pas qu'on Le va avoir sujet, il est vague de ouf. Exactement. Donc ensuite, bon, on choisit l'emplacement Ouais, et on sa choisit street. l'emplacement. Exactement. Puis ensuite, on fait Bon, bah, tout le travail de marketing. exactement. Donc, trouver le concept. Hmm. Et ici, il y a énormément de concurrence. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un gros travail à ce niveau-là. Je me rappelle qu'on a mis peut-être 2 bonnes semaines à trouver juste le nom du concept. C'est vrai, Je sais pas si tu te souviens, Je c'était me super souviens, galère parce qu'il exactement. fallait vraiment avoir un nom impactant, un concept impactant. Et je sais pas si on va en parler ici, je pense pas parce que voilà, on a vendu la marque. Donc ouais, je sais on pas va si- en parler après. Ouais. On va en parler après. Ouais. Donc on a trouvé un concept intéressant qui était très réseau, très orienté, voilà, le style de Dubaï quoi. Ouais. De toute façon, on n'avait que cette force-là. Quand tu crées une Dark Kitchen, surtout à Dubaï, avec toute la concurrence, la plus grosse force, elle va être marketing, le concept. Enfin, t'as pas de vitrine, donc tu es obligé de bien faire à l'extérieur que les gens ils puissent aimer ta marque. Et je pense que toi, c'est à ce moment-là que tu as été très, on va dire, ton expérience et ton expertise, elle a été mise en valeur. C'est que tu as dû un peu faire une veille concurrentielle alors que tu t'y connaissais pas dans le monde de la C'est pas pareil que restauration. l'e-commerce, parce qu'on n'a pas les mêmes outils pour traquer, etc. C'est pas l'e-commerce, c'est assez simple de savoir qui fait de l'argent, qui n'en fait pas. On a des outils, on peut voir leur publicité, on peut voir leurs résultats aussi. Maintenant, voilà, on peut tout traquer. Dans la restauration, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il n'y a pas encore des outils, des SaaS. D'ailleurs, je pense que c'est des bonnes idées de business. C'est une très très bonne idée. Développer des SaaS qui peuvent traquer les ventes des shops sur Deliveroo, etc. Donc je ne sais pas si Deliveroo ils partagent leur API. Leur API. Donc voilà, on en avait parlé une fois. On avait parlé, parce que c'était. Je pense que si tu as ces datas-là, tu peux lancer des concepts limite en illimité, un peu comme on fait en dropshipping. Dès qu'on sait qu'il y a un produit qui fonctionne bien, ben on va le lancer pour surfer sur la tendance. Là, je pense que c'est pareil. Donc là, c'est vrai que c'était un peu compliqué de savoir qui fonctionne pas. Donc nous, on se basait sur plusieurs trucs quand même. On se basait sur les réseaux sociaux, sur leur nombre d'avis sur Deliveroo, Talabat, Careem, parce qu'ils sont sur plusieurs plateformes. Et ouais, c'était un peu compliqué au début, mais quand même, on a quand même décelé qui étaient les plus gros acteurs. Exactement, on a vite trouvé qui brassait, qui brassait pas. Exactement. Ouais. Par exemple, quand on voyait, on a cité Buns tout à l'heure, on savait que Buns, il brassait. On aimait bien les espionner. Voilà, le nombre de commandes qu'ils faisaient par toutes les 10 minutes, toutes les heures, etc. Et on voyait vraiment, c'était une grosse marque. Exactement, quoi. On les avait à côté de nous dans la cuisine. On les voyait cartonner. Et c'est vrai que cette partie-là était très intéressante parce qu'on devait aussi faire face aux habitudes aussi alimentaires et aux offres. Ça, tu as fait un travail aussi là-dessus pour savoir comment justement Buns ils faisaient pour vendre leur burger. Parce qu'ils avaient des offres, des fois, je sais pas si tu vois, tu voyais très bien. Donc, ils devaient vendre je sais pas, des box de 12. En fait, ils s'adaptaient au marché. En fait, nous, on s'est lancé dans les burgers aussi. Donc, on a vu qu'il y avait plein de catégories de burgers. On a des burgers à la McDo, on a des burgers à, je sais plus, les grosses marques là, qui faisaient des gros burgers bien chers, tout ça. Je sais plus les marques exactement. Pickle, par exemple. Pickles, ouais. Pickles, Salt. Salt, voilà, exactement. C'était des burgers un peu haut de gamme. Et eux, en fait, ils s'étaient mis dans un entre-deux. Ils faisaient plutôt des sliders. Donc, en fait, tu avais l'impression de manger plus pour un prix qui était à peu près similaire aux burgers un peu premium. Donc, on a vu que la plupart des gens qui se lançaient en burger en Dark Kitchen, ils optaient tout le temps pour le modèle slider. Et nous, c'est un switch qu'on a fait au milieu de l'aventure Dark Kitchen. Donc, on a commencé avec des bons burgers, des gros burgers, tout ça. Même si nos burgers de base, ils avaient on avait une signature avec le crevette, tout ça, c'était incroyable. Mais on s'adapte au marché, on a fait des sliders et on a vu que, effectivement, il y avait une grosse demande sur ça, surtout sur les box. Ici, voilà, les grosses box, tout ça, ils commandaient des sliders par 12, on ne te rappelle pas. Ouais, c'est ça. Elle était à combien 60 euros, il me semble. 210 dirhams, c'est ça. Ouais. 210 dirhams, tu avais une box, tu avais 12 sliders, 2 sides et 2 boissons, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc, on a vu
On a dû s'adapter. On s'est adapté aux tendances locales. Exactement. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Pour vous redonner un petit peu le contexte, donc on a créé la Dark Kitchen. Et dans cette Dark Kitchen, en fait, le but du business, enfin le business model, le but, c'est de faire plusieurs marques à l'intérieur. Nous, on avait commencé par une seule marque. On voulait déjà prendre la température avec cette marque-là. Et on a dû inventer un concept de zéro. On a un peu repris ce qui marchait bien, mais on a fait un concept un peu à notre sauce, etc. En fait, Nassim, il s'est occupé de toute la partie marketing ensuite. On va en parler par rapport au lancement, etc. On a fait des choses qui peuvent vraiment aider les personnes sur leur lancement s'ils ont des lancements à faire. Et donc, du coup, on a créé des recettes en partenariat avec Rémi. Donc, on lui fait un petit clin d'œil. Rémi qui nous a gentiment aidé, qui a été partenaire avec nous, donc avec Valentin et il y a Loïc aussi de temps en temps qui venait nous donner un coup de main. Donc merci les gars, et si vous voyez cette vidéo, peace à vous. Et du coup, ensuite, voilà, on a créé cette marque-là. Et donc toi, du coup, à ce moment-là, quand la marque a été créée, qu'on a fait... voilà, après, on va épargner tous les détails, trouver des équipements, etc. Enfin, tout ça. Ouverture de la société, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu au niveau marketing, qu'est-ce que tu as pu faire par rapport au lancement. Parce qu'on a eu un jour de lancement. Déjà, j'aimerais juste préciser une chose que tu as bien dit au début, c'est que les gens qui viennent ici pour s'installer à la restauration, ils ont des budgets pharaoniques, très conséquents. Nous, il faut savoir qu'on n'était que 2 et qu'on a vraiment minimisé les coûts parce qu'on voulait faire un lancement intelligent. Donc moi, la com, comme tu dis, j'étais tout seul. Toi, tu étais tout seul dans ton domaine. Il y avait quand même Rémi, tout ça qui t'aidait, mais tu étais quand même tout seul à gérer toute la partie, la process, tout ça. Moi, j'étais tout seul à la com. Donc moi, j'ai vraiment apporté ce délire de débrouillardise du dropshipping. Donc tester avec le minimum, etc. Trouver des stratégies qui vont nous coûter très peu d'argent parce qu'on est là pour tester le marché. On n'était pas là pour mettre le paquet. On avait un concept qui marchait, on ne savait pas si ça marchait. Donc on a testé le marché. Donc ce que j'ai fait, déjà on a commencé par faire un peu d'organique. Un peu TikTok, un peu d'Instagram. On a fait des petites vidéos un peu marrantes, etc. Tu t'en souviens, je pense, c'était super marrant ce qu'on faisait. On a tourné ça ensemble, c'était cool. Ouais, c'était grave marrant. Après, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une stratégie mailing. En gros, la stratégie, elle consiste à quoi? Elle consiste à chauffer l'audience pendant 1 mois, 2 mois. Donc, pendant que toi, tu faisais tout le process en cuisine, donc voilà, c'était quand même assez compliqué. Donc, agencer une bonne cuisine, parce qu'on n'a pas dit, mais c'était des petites cuisines, donc il fallait bien les agencer, etc. Il y avait un travail de fou à faire. Pendant que tu faisais tout ça, tous les process, les recettes, tout ça, moi, mon rôle, c'était de chauffer une audience. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plein de publicités, mais avec un budget très réduit, on dépensait que 5 € par jour. Et je redirigeais tout le monde sur notre base mail. Donc on dit qu'on leur offrait, je ne sais plus ce qu'on avait fait. Il y avait 100 burgers. 100 burgers offerts le premier jour. Donc je ne sais plus exactement combien de mails on avait eu. Plus de 1000 on avait mails. Plus de 3000 mails. Plus de 3000 mails, ouais. C'était vraiment conséquent. Qu'on a eu justement sur 2 mois. En publicité, qu'est-ce que j'ai fait? Très simple. J'ai utilisé l'IA pour faire des belles publicités images. J'ai fait des publicités moi-même où je me filmais, etc. Je me mettais en scène dans certaines catégories, etc. Et j'ai aussi payé des UGC. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Ouais, les UGC, très pour créer un petit peu un buzz international autour de la marque. Et j'ai payé des UGC en 5 langues différentes. Russe, on avait pris quoi? Chinois, français, espagnol et arabe. Anglais et arabe. Je crois qu'il y en avait 6 du coup. Il y en avait 6. Et du coup, je faisais un petit montage et je leur faisais réciter le même script, mais dans leur langue. Donc en fait, les gens, quand ils voyaient la vidéo, ils disaient ouais, c'est une marque internationale de fou. Ça m'a coûté 200 balles à faire cette vidéo. Donc en fait, c'est les codes du dropshipping, je les ai adaptés, on va dire, à la restauration pour qu'on fasse notre communication avec un budget restreint. Et à savoir que les gars, on est à Dubaï. Donc on est à Dubaï. La concurrence même en point de vue organique, ads, etc., elle est énorme. Ouais, laisse tomber. Il fallait faire son petit... On était obligé. Parce que si on jouait au même jeu que tout le monde, on n'avait pas les armes. On pouvait pas poser sur des influenceurs locaux. Il fallait poser, exactement. C'est des sommes, ils prennent des sommes de malades. Pire que les influx de télé à l'époque en dropshipping. C'est vraiment, faut voir pour le croire. Donc nous, on n'avait pas le choix de passer par les ads, ce qu'on contrôlait. L'organique, on contrôle un peu moins, mais quand même, si on faisait du bon contenu, on a réussi à avoir un petit peu de personnes comme ça. Mais c'est vrai que les ads, avec un petit budget, on a réussi quand même à très bien se sortir. Exactement. Donc, tu fais cette pub-là. Donc, moi,
Moi, ça me tuait tous les jours. Tu me disais, ah, putain, on a récolté tant d'emails. En fait, ça coûtait vraiment très peu pour Très le peu. nombre d'emails. 5 euros par jour Ouais. de budget pub. Donc, tu fais ça x 60. Tu as le budget total de la campagne qu'on a mis, plus les créatrices que j'ai payées à droite à gauche. Voilà, au final, on n'a pas dépensé énormément en marketing. Exactement. Et comme on dit, en vrai, avec moins de 1000 euros, on Ouais. a fait une stratégie d'ouverture. Ouais. On en reparlera après, mais le jour Ouais. de la voiture, on a été débordé. Tu vois. Juste un truc avec cette stratégie-là, Ouais. implantée en France. Ouais, je pense que ça fait un bordel. Parce qu'il n'y a personne qui utilise vraiment la puissance, que ce soit du mailing, les réseaux sociaux. Ça commence à arriver, mais dans les grandes villes. Ouais. Il y a des grandes villes qui ont les codes, qui maîtrisent bien l'organique, tout ça. Mais en ads, par exemple, il y a encore vraiment pas mal de Bien choses à sûr. faire. Je pense que la clé, c'est la créativité. Exactement. Avec peu d'argent, tu peux faire des choses de malade, avoir des putains de stats sur les réseaux sociaux et faire ce que font les grands groupes Ouais. avec très peu d'argent. Exactement. Et dans les grandes villes, ça se fait. Et dans les petites villes, moi qui suis dans une petite ville pour la pizzeria, l'impact il est incroyable avec un petit budget pub. Ouais, parce qu'après, tu as un peu adapté cette stratégie Exactement. à ton propre commerce. Exactement. Et tu as fait, je crois que tu as eu des putains de Ouais, résultats. j'ai fait 30% supplémentaires par mois en plus. C'est énorme. Ouais, avec un petit budget Pour de un pub. commerce comme toi qui a autant d'ancienneté, donc tu sais exactement quand c'est 30%, c'est 30%. Exactement. Donc, t'as Non, bien vu, vraiment, la strat, elle était incroyable. Et je faisais quand même un peu d'ads et d'organique avant ça. Ouais. Mais là, ça m'a vraiment conforté. Mm. Il n'y a pas le choix. De faut mettre le un faire, peu plus, d'un peu Exactement. plus de moyens, que ce soit au niveau des Exactement. pubs, etc. Tout supprimer, toutes les publicités conventionnelles, donc prospectus, les apparitions. Bon, ça, tu peux le faire, mais au cinéma, dans les clubs de foot, en tant que sponsor, etc., c'est bien pour asseoir ton autorité, on Ouais, va dire, c'est dans ça. ta ville. Mais je veux dire, la vraie pub qui va te ramener des clients tous les jours, ça va être, c'est que le digital. Tu vois, Ouais, c'est que ça, online. c'est clair. Bon, tu allies l'organique, faire des vidéos un peu tous les jours, etc. Ouais. En plus, ça, tu fais très bien. Et un peu de publicité bien ciblée avec. Tout simplement, c'est les publicités qui font la différence. Tu fais des bonnes publicités, peu importe ton budget, tu vas avoir des commandes, tu vois. Exactement. Donc ensuite, une fois que tu as récolté toute cette data email, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu après quand Une fois que j'ai eu tous ces emails-là, j'ai commencé à faire des séquences mail. Donc en fait, des séquences mail, c'est que tous les 3-4 jours, j'envoyais un mail pour chauffer les gens. Donc je l'ai chauffé, ouverture de malade, notre marque, je l'ai brandé de fou. Dans la tête des gens, c'était le chef de l'année qui faisait une marque de fou. Ouais. Donc les gens, ils étaient chauds. Et jusqu'au jour du lancement, tu vois. Donc, on est parti sur un truc en plus un peu secret. C'était un truc secret, ouais. Ouais. C'était un truc secret. Donc en fait, la créativité, elle était open. On pouvait faire ce qu'on voulait. Parce que vu qu'on partait sur un truc, le concept, c'était un chef un peu secret, tout ça. On pouvait vraiment s'amuser en marketing. Exactement. Donc moi, c'est ce que j'ai fait au niveau des mails. J'ai chauffé un peu l'audience tous les jours pendant peut-être 2 semaines, jusqu'à temps qu'on avait la date d'ouverture exacte. Parce qu'en fait, on ne savait pas exactement quand est-ce qu'on allait ouvrir. On avait toujours des galères. Ouais. Parce qu'ici, c'est vrai que quand même, il y a pas mal de galères. Exactement. Quand tu te lances, c'est vrai que si tu ne connais pas, au bout d'un moment, tu vas tomber sur des galères. Ouais, c'est clair. Donc j'alliais les réseaux, gérer les réseaux, le Instagram, tout ça. Plus en mail, on chauffait les gens. Pour les mettre vraiment tous prêts là, sur leur téléphone le jour où on ouvrait. Quoi. Ouais. Et ensuite, jour de l'ouverture, où on a décidé d'ouvrir. Ouais, ça... on n'a pas assumé. On n'a pas assumé du tout. Ouais, parce on est arrivé à 18h. Normalement, on devait ouvrir un peu plus tôt, je ne sais pas si tu te souviens. Ouais. Mais finalement, on a dit, peut-être qu'il ne va pas y avoir tant de monde que ça qui vont commander. Donc, on ouvre à 18h, ça fera la soirée et puis on verra. Et en fait, grosse erreur. Ah, grosse erreur, parce que on ça a cartonné. Ouais. Genre, on a eu trop de commandes. Donc, il y avait une partie où on offrait, mais il y avait une partie aussi où les gens ils commandaient un peu plus. Ouais. Et on n'a pas su gérer. Ouais, parce qu'on n'était pas préparé au niveau, que ce soit de la cuisine, des gens, etc. Pourtant, on était tous là, on était tous mobilisés. On était 4 ou 5. Mais on a reçu, je sais pas, peut-être dans les 5 premières minutes. Je vais mettre une photo déjà de tous les livreurs qui étaient devant. Tout le monde pétait un câble dans la cuisine. Ils disaient, mais c'est qui tous ces livreurs? Enfin, vraiment, il y avait une trentaine de livreurs qui étaient juste pour nous. Et tellement, toute la cuisine, même bonne, souviens-toi, ils regardaient tous comme ça, ils se demandaient ce qu'on faisait. Qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils étaient tous choqués. Ils jouaient à quoi, ces gars-là? On venait d'ouvrir, tout le monde était choqué. Faut dire qu'il y avait dans cette Dark Kitchen peut-être une cinquantaine de cuisines. Tout le monde bossait pas tant que ça à ce moment-là. C'était à 18h en plus. Il y a eu
voilà, gros volume de commandes, mais dans un petit temps. Donc, quand on a une commande sur tous ceux qui sont dans la restauration, ils connaissent, il y a le petit bruit, là, Deliveroo, etc. Donc, ça faisait que de. On a fait bugger la machine. Ouais, on a fait bugger la machine. La machine a complètement bugué. À un moment, on était obligé, parce qu'au début, c'était en automatique, donc on sortait les tickets en automatique. Et au bout d'un moment, on s'est dit, mais on peut pas. On avait, je sais pas, une cinquantaine de bons. En moins de 5 minutes, c'était vraiment incroyable. Et ensuite, on était obligé de mettre en pause. On fermait le truc. Mais moi, quand on a, je sais pas si tu te souviens, 30 minutes après, on n'en pouvait plus, il y avait trop de commandes, etc. Tu m'as dit coupe, on va pas tenir. Donc moi, j'ai coupé. Et derrière, sur les réseaux, je me faisais harceler. Tu te faisais harceler. J'avais l'impression que c'était un projet NFT, notre truc. Laisse tomber, on a créé une hype pour le jour J, mais c'était un peu trop. C'était un peu trop. C'était trop. On s'attendait pas à ça. En fait, je me faisais harceler. Deliveroo, il nous a appelé aussi. Qu'est-ce qui se passe, etc. Est-ce que ça va Parce que, et en plus de ça, j'avais mis mon numéro sur le shop. Donc les gens, ils m'appelaient aussi au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas commander, tout ça. Donc les gens, ils étaient fous ce jour-là. Et en plus, tu sais, moi, je me suis dit, vraiment la veille, je me suis dit, bon, les mails, moi, j'y croyais pas tant que ça au mailing, tu vois. Mais en vrai, les mails, là, je me suis dit, en fait, c'est puissant de fou. En fait, c'est puissant parce que, à part le logiciel, tu n'as aucun coût. Donc, imaginons, je crois que c'est genre 20 balles, tu peux mettre jusqu'à 5000 emails, un truc comme ça. Ça coûte rien. Tu vois, tu fais rentrer des gens, tu n'as aucun coût. Et après, c'est à toi, si tu fais du bon copywriting, si tu es bon en mailing, il n'y a aucune limite derrière, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, dès qu'il y a une personne qui rentre dans ta base mail, c'est d'ailleurs pour ça que, en tout cas en e-commerce, je pense dans tous les domaines, la base mail, elle a une grosse valeur, tu vois. Parce que celui qui sait bien la travailler, c'est des revenus pour lui et qui sont incroyables, sans dépenser d'argent en plus. Et je veux aussi que tu nous parles de ce qu'on a fait par rapport à Deliveroo. Qu'est-ce qu'on a dû faire, le petit process justement le jour d'ouverture pour les étoiles. Pour les étoiles, parce que du coup, on a été victime de notre Ça, les gars, c'est gratuit. C'est gratuit. Hein. Et vraiment, dites-nous merci après. Ouais, donc on a eu... En fait, vu qu'on a eu un raz-de-marée de commandes, forcément, il y avait des gens contents, il y avait des gens moins contents. Et nous, on a vite compris que pour avoir du succès sur les plateformes, il fallait avoir des bons avis. 4,7, 4,8 minimum, sur 5, hein, bien sûr. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a eu plusieurs stratégies, mais une qui a bien fonctionné. Déjà, il y avait la stratégie de la petite carte qu'on mettait à l'intérieur des... Ouais, déjà, il y avait la petite carte qu'on faisait. Donc, on a confectionné une bonne petite carte avec Canva, à beau design. Et en gros, il y avait tout un jeu où, en fait, la personne devait commander, mettre un avis. Une fois qu'elle mettait un avis, elle devait me l'envoyer en DM, Instagram, en screen pour être sûr qu'il avait validé. Et ensuite, moi, il me semble, j'avais fait un concours. Je faisais un truc comme ça, j'organisais un concours. Où on leur offrait quelque chose. On leur offrait, oui, c'est vrai, on leur offrait quelque chose. Mais après, derrière ça, j'avais fait aussi un espace de concours. Ouais. Donc en gros, c'était juste pour nous une preuve que les gens mettaient bien un avis. Exactement. On poussait en fait les gens à mettre un avis via cette petite carte qu'on mettait à l'intérieur des sacs. Et quand on avait un petit peu du retard, surtout le premier soir, on mettait un tiramisu en plus gratuitement. Ouais, c'est ça. Et ça, les gens, ils ont kiffé. Ouais. Et à chaque fois, ils rentraient, ils nous mettaient en story, ils nous taguaient. Ça permettait de faire de la visibilité gratuite. Ouais, c'était clair. Donc les gars, ça, cette petite strat, elle est gratuite. Et on a par la suite eu des avis, sur Deliveroo, les avis, vous le savez très bien, c'est le plus important. Ça vous référence en tant que on est rapidement monté à 4,8. 4,7, 4,8 même. Ouais, 4,8. Avec 95 avis. Ouais, exactement. Donc c'était commencé à être pas mal. Parce que nous, on était là depuis 2-3 mois. On avait déjà une note de fou. Exactement. Donc ça c'était une des stratégies. C'est gratuit, ça, les gars. Ouais, gratuit. Une des stratégies qu'on a mis en place. Donc pour résumer, pour quelqu'un qui veut le mettre en place, tu fais une petite carte que tu vas insérer dans toutes les commandes. Tu fais un petit jeu avec l'audience. Donc ils doivent faire tu peux leur faire plein d'actions. Par exemple, tu peux leur dire de mettre en story. En fait, pour valider chaque étape, ils doivent faire une action. Et le truc, c'est de centraliser tout sur l'Instagram. Et avec le Instagram, en fait, tu peux être sûr que la personne a mis l'avis. Parce que quand tu lui dis de mettre l'avis, tu lui dis envoyez bien l'avis en DM sur Instagram pour comme ça, votre inscription, elle est validée. Exactement. Comme ça, nous, on sait que la personne, elle n'a pas menti. Et derrière, soit on lui envoyait un code promo spécial que pour elle, soit on la mettait dans la base de données du concours. En fait, il y a plein de stratégies à faire. C'est en fonction aussi de votre commerce, de l'adapter. Mais ouais, c'est une stratégie où je pense la personne, elle le fait pendant 2-3 mois. Elle peut gagner
je ne sais pas si, imaginons, elle a 4,3, elle peut facilement monter à 4,5, 4,6 en très peu de temps. En France, c'est facile. En France, très peu de temps. Ouais. Et justement, par rapport à ça, par rapport à cette stratégie, moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le fait que ce soit, on va dire, quasiment gratuit de faire en fait, c'est vraiment la créativité. La créativité, ouais, c'est ça. On peut aller encore plus loin. On avait aussi une story privée où vraiment les gens qui mettaient un avis, ils avaient accès à une story privée. Dans la story privée, on avait prévu plein de choses, des réductions spéciales, des events, etc. On avait déjà prévu plein de choses en fait. Et tout ça, c'était gratuit en fait. Exactement. Ouais. C'est que dans la tête. Et en termes de followers, en plus, on gagnait beaucoup de followers. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Deliveroo, c'est pas vos clients, hein, les gars. Quand une personne commande sur Deliveroo, vous recevez votre commande, enfin, vous envoyez votre commande, vous savez pas vous savez rien, quoi. Le client, c'est pas le vôtre. Et le fait de faire ça, ça a aussi un impact sur le fait que ça devient un peu plus votre client chaque jour parce qu'ils vont se connecter à vous, à votre Instagram, à votre marque, à votre restaurant. Et derrière, bon, nous, on fonctionnait qu'avec ce canal d'acquisition-là. Mais si on aurait ouvert, je sais pas moi, avec Chatfood ou on aurait ouvert en dine-in, on aurait eu une base de clients. L'objectif aussi, l'un des objectifs de faire tout ça, c'est de récupérer soit le mail, soit le centraliser les clients, tu vois, sur un seul endroit. Comme ça, le jour où on avait prévu d'ouvrir soit en physique ou soit avec Chatfood, où là c'était vraiment nos clients, on avait les clients. Parce que comme tu dis, les clients des plateformes, ce n'est pas les vôtres. Et ils ne partagent pas les données avec vous, quoi. Exactement. C'est comme Amazon. Ceux qui font de l'e-commerce, ils savent ce que je veux dire. Quand tu fais, donc soit tu fais ta propre boutique avec tes propres clients, soit tu fais du Amazon FBA, mais là, ce n'est pas tes clients, c'est les clients d'Amazon. Et tu peux faire de l'argent, mais c'est compliqué à long terme de pérenniser parce que ça ne t'appartient pas, en fait. Le jour où Amazon ou bien Deliveroo ils changent les règles, t'es fini. T'es fini. Ouais, c'est clair. Donc ensuite, on avait fait un starting incroyable. Après, par la suite, on a fonctionné plusieurs mois comme ça. On s'est rendu compte de beaucoup de choses à ce moment-là. Donc, nous, vu qu'on était, on va dire, focus sur une marque et qu'on n'avait pas… parce que, bon, toi, de ton côté, tu avais tes activités aussi dans l'e-com. Moi, j'avais aussi mes activités de l'agence et j'avais aussi la pizzeria à gérer. On avait des choses qui étaient très prenantes. En fait, on s'est rendu compte, moi, je le savais un petit peu, mais il fallait qu'on délègue une bonne partie de… Parce que je rappelle qu'on n'était que deux. On n'était que deux, exactement. Que deux à gérer tout. Après, on avait deux cuisiniers qui t'aidaient, parfois un seul. Mais après, pour gérer l'entièreté du business, on n'était que deux. Exactement. Les évident. Cuisiniers, ils travaillaient vraiment à H24. Moi, ce que je faisais, c'est que j'y allais, surtout les premières semaines, le premier mois, j'y allais tous les jours parce que c'était important de garder, d'être vraiment sûr de la qualité délivrée, que la bouffe va être reçue en temps et en heure, chaude, etc. Donc, je contrôlais vraiment tout. Donc ça, c'était un process un peu, on va dire, compliqué à faire parce que ici, si vous voulez, les cuisiniers, il y a un bon side et un mauvais side. Le bon side, c'est que la main d'œuvre coûte vraiment pas cher et qu'il y a beaucoup de main d'œuvre. Donc ça va être le bon side. Le mauvais side, c'est que ça va être des personnes random. Donc en gros, tu vas devoir les former de A à Z et voilà, il va falloir être derrière eux au moins le premier mois à fond, quoi. Donc nous, ce qu'on a fait… D'ailleurs, ça, on peut aussi en parler par rapport aux salariés. Et aussi, on va remercier Rémi qui nous avait trouvé ce petit hack-là à trouver des salariés. En fait, si vous voulez, à Dubaï, quand vous voulez un salarié, vous êtes obligé de faire un visa avec votre société, qui soit dans votre société. Donc, un visa, ça a un coût. C'est à partir de 3500 dirhams, donc 1000 euros, mais ça peut aller beaucoup plus haut. Et ensuite, il faut s'occuper aussi un petit peu de lui, quoi, où est-ce qu'il va dormir. Il y a plein de choses à s'occuper. Et nous, on avait trouvé une société, Rémi nous avait trouvé une société un peu d'intérim où on avait juste à payer par mois en facture les heures de la personne qu'on nous envoyait et et la personne elle restait autant longtemps qu'on le voulait, autant d'heures qu'on voulait. Je sais pas si tu te souviens, des fois elle travaillait toute la journée du matin, 10h du matin jusqu'à 2h du matin, tu vois. Et ça n'avait pas cette charge-là, que ce soit du visa et comme tout ce que tu as dit derrière, les assurances. On n'avait pas tout ça, ouais.
Ça, c'est vrai que On n'avait c'est pas un tout gros hack. ça et le coût de l'heure, il me semble que c'était 14, 14 dirhams Ouais, de l'heure. 14-15 dirhams. 14-15 dirhams de l'heure, donc ça fait quoi? 3,50 €, un truc comme Ouais, ça. c'est pas, Donc c'est pas cher. vraiment pas. Et encore, quand on disait combien on payait nos salariés, on nous a dit qu'on les surpayait. Ouais, parce que dans la Ouais, Dark quand Kitchen, on ouais. parlait avec les autres propriétaires de cuisine, eux, ils payaient encore beaucoup moins que ça. Beaucoup moins, ouais, exactement. Mais bon, enfin, quand on les voyait, tous les salariés, etc., ils avaient quand même, ils étaient payés un peu moins, mais ils devaient leur payer leur accommodation. Ouais, il y a leur, tous les sides aussi. Ouais. Exactement, leur assurance de santé, etc. Donc non, nous, ça nous avait vraiment aidé. Et c'est ce qui est bien à Dubaï. Mais par contre, le mauvais side, c'est voilà, faut être derrière eux. La qualité du personnel. Exactement. Mais j'ai envie de te dire comme en France. En France, bon, tu vas peut-être sortir des cuisiniers voilà, de bonnes écoles qui ont fait, je sais pas moi, des études vraiment dans la cuisine. Mais en règle générale, quand tu te lances dans la food, c'est plus, enfin voilà, à McDo, c'est pas des cuisiniers, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Après, moi, j'ai pas trop. Je sais pas. J'ai Ouais, jamais eu toi, ça affaire c'était. Ouais. au personnel dans la France. Enfin, en France plutôt. Ouais. Déjà, il n'y a pas de personnel en France. Il n'y a pas de personnel. Ah non, tu galères à trouver des personnes qui veulent travailler. Ouais, je me rappelle, c'était l'une de tes plus grosses problématiques. Hein, ça l'est toujours. C'est ça. Ça l'est toujours. Aujourd'hui, voilà, mon but, c'est de trouver des solutions justement pour que j'ai de moins en moins de salariés dans l'entreprise. Parce que les gens, enfin, les salariés, quand tu as des bonnes personnes, ben, faut les garder. Franchement, il faut les garder. Faut les très bien les payer. Enfin, bon, faut vraiment. Et dans la restauration, c'est hyper compliqué de garder une personne parce que les horaires, c'est pas des horaires où les gens ils aiment travailler. Parce que c'est un métier compliqué quand même. C'est un métier très compliqué, C'est un métier exactement. compliqué. Et les gens, je pense, qui se disent pour le travail fourni, etc., je pense qu'il y a de moins en moins de personnes qui se disent que le joueur envoie au chandelle. Parce que la restauration, c'est quand même particulier et tu peux faire des semaines à je sais pas combien d'heures. Et parfois, tu en as qui sont des bons salaires. Je pense que maintenant, les patrons, ils sont obligés d'augmenter les salaires pour attirer des gens. Mais tu en as qui préfèrent avoir un taf un peu plus cool et gagner un peu moins. C'est ça. Et comme on le sait si il y a bien beaucoup en de France, facilité en France. Là, ici, c'est des métiers quand même, ils sont alimentaires pour eux. Donc, ils sont obligés de travailler les gens. Tu vois. Exactement. Donc, les gens, ils sont là, ils en veulent. Même s'ils ne sont pas forcément compétents, ils sont là quand même. Ouais, tu t'en souviens quand même, les deux custos qu'on avait, ils voulaient toujours bien faire. Ouais, c'est ça. Ils étaient très appliqués, même s'ils n'étaient pas compétents dans ça. certaines choses, ils étaient appliqués, ils voulaient montrer des bonnes choses. Moi, je me souviens un jour, j'arrive à 18h30, il était déjà là, il m'avait fait des desserts. On avait un process pour faire les tiramisu. Le gars, il a voulu essayer un nouveau dessert. Il est venu, il m'a dit regarde, tiens, j'ai fait les desserts, mais essaye celui-ci, est-ce que tu aimes bien? Tu vois, ils prennent des initiatives. Ils ont besoin de ce taf. Exactement. C'est pas pareil qu'en France, il y a beaucoup de facilité. C'est simple. Les gens, ils veulent travailler le moins possible et c'est facile pour eux de ne pas travailler parce qu'ils ont des aides, ils ont des machins, des tout ça. Ah, c'est clair. Tu vois, les aides sociales en France, ça va leur faciliter. Enfin, ils vont pas vouloir sortir de leur lit. Tu vois, c'est vrai. Ça, c'est une longue, c'est une bataille. Tu vois. Les restaurateurs, il me semble que c'est depuis le Covid, en plus, ça a accentué ce phénomène-là, qu'ils n'arrivent plus à trouver du personnel. Quoi. Non. Et je sais pas si tu as vu, petite parenthèse, même là en France, par rapport au JO, ils recherchent 8000 personnes pour travailler en tant qu'agent de sécurité. J'ai vu. 8000 personnes, on est à 2 mois des JO, tu vois, c'est n'importe quoi. Les gens, je sais pas. Soit ils veulent pas travailler. C'est catastrophique. Les gens, c'est une dinguerie. Et après, moi, je comprends les gens qui ne veulent pas travailler parce qu'ils sont mieux chez eux. Ouais, c'est clair. Le système, il les pousse pas forcément à se dépasser, à se faire chier, quoi. Exactement. Donc ensuite, là aujourd'hui, la Dark Kitchen, comme on a dit, ça nous prenait énormément de temps. Et ce qu'il faut savoir à Dubaï, c'est que quand tu commences un projet dans la restauration, c'est beaucoup plus compliqué de percer ici qu'en France. Ouais. Donc ça demande beaucoup plus de moyens et pas forcément des moyens financiers, ça demande beaucoup de charges, on va dire, mentales, d'énergie. À tous les bords, comme tu l'as si bien dit, on était deux. On n'était pas... En fait, on n'était pas chaud de recruter d'autres personnes parce que de s'investir plus que ça. Parce qu'on a vu qu'au final, à refaire, je pense pas qu'on ferait une Dark Kitchen, en tout cas sur Dubaï, parce qu'on a vu qu'il y avait vraiment un trop gros monopole des plateformes de livraison, qu'ils abusaient quand même sur les frais qu'ils prenaient sur les commandes. Exactement. Ouais. Donc on s'est rendu compte que les marges, même si on exploitait au maximum des capacités de la cuisine, etc., qu'on tournait à plein gaz,
Ce qu'on allait gagner, c'était pas non plus de la folie. On allait Exactement. plus faire ça pour viser une exit plus tard. Exactement. Mais en vrai, il y avait peut-être je pense, enfin, on a estimé que le coût d'opportunité de rester dans ce domaine-là, il était trop élevé parce qu'on avait plus à faire ailleurs, quoi, avec d'autres business à droite à gauche. Exactement. À un moment, on a même pensé à ouvrir un dine-in quand on a vu que la marque. On a failli vers Jumeirah. Exactement. Donc, bon, et là, c'est pareil, on a pesé le pour et le contre. Et nous, sur ce qu'on fait aujourd'hui, voilà, on était peut-être un peu plus. On gagnait mieux d'argent dans l'immédiat sur ce qu'on faisait. Et ça, c'était plus un projet, on va dire, comme on a dit à Dubaï, c'est sur le long terme. Tu commences un projet dans la restauration, tu vois pas les résultats comme en France. Au bout de 3 à 6 mois, tu vois déjà si ton commerce il est viable ou pas. Parce qu'en France, c'est plus rapide. La réponse On est nous plus avait rapide. prévenu d'ailleurs par rapport à ça au début. Avait prévenu, ouais. On nous avait dit que les gars, quand vous allez commencer, les 6 premiers mois, voire la première année, vous n'allez rien gratter. Faut se préparer à ça. Il y a une année où vous allez... c'est une année de... Il faut se mettre en place, il faut mettre en place les bases, etc. Il faut être solide sur ses appuis. Exactement. Et même au point de vue marketing, je ne sais pas si tu te souviens, on se battait face à des personnes qui faisaient des offres tellement basses que ça baissait ça baissait aussi nos prix. On devait se mettre en concordance avec les prix du marché. Et quand on voyait, on n'avait rien à gratter, tu vois. Il y avait par exemple la grosse douille de Deliveroo et des plateformes en général. C'était quoi? Donc ils prenaient à peu près 30-32% sur les ventes. Et en plus de ça, dès que toi tu faisais une offre, eux les 32% ils prenaient sur le prix initial. C'est-à-dire qu'au final, sur une vente à, je sais pas, 90 dirhams, ils allaient te prendre 40-45% en fonction de la quantité, de l'offre que tu allais mettre en place. C'était incroyable, tu vois. Donc en vrai, en tout cas à Dubaï, je ne recommande pas vraiment de faire une dark kitchen. Je pense que c'est mieux d'ouvrir un commerce et à l'intérieur d'héberger des marques. Faire de la host. De la host, ou alors, comme on avait dit plus tard, on voulait aussi à un moment se reconvertir en mode host kitchen, donc plutôt distribuer nos marques. Ça, on aurait pu le faire. Ça, moi, je pense que ce modèle-là, pour une personne qui veut se lancer, tester le marché. En fait, soit tu vas tester le marché, tu es une marque en France ou en Europe, peu importe, tu as une franchise ou voilà, tu veux essayer de te lancer aux Émirats et que tu as quand même un budget et tu as le temps pour voir si ta marque elle va plaire. Tu peux te faire en dark kitchen, mais tu vas avoir qu'une seule marque dans ta cuisine, c'est pas forcément rentable. Mais te lancer en host kitchen, donner ta marque, tu as plein de restaurateurs à Dubaï et même dans les dark kitchen qui sont là, ils ont de la place, etc. Donc tu peux faire ce truc-là. Et moi, je pense que c'est la meilleure. C'est clair que c'est la meilleure solution pour tester ton marché dans une ville, tu vois. C'est la meilleure des solutions. C'est beaucoup plus simple de faire du revenu avec ce type de business model, parce que tu n'as plus les charges du loyer, tu n'as plus les charges du personnel. Toi, juste, tu distribues ta marque et tu assures au restaurateur que tu vas pousser en marketing, que tu vas lui ramener un complément de revenu pour lui, son business, et toi derrière tu vas te dégager du revenu, quoi. Exactement. Je pense que c'est beaucoup plus intelligent de faire comme ça. Exactement. Mais après nous, voilà, on avait aussi d'autres. On avait besoin de cette expérience. Moi, je parle aussi pour moi. Je pense que toi aussi, t'en as tiré de bonnes conclusions. Moi, l'expérience que je voulais avoir là-dessus, c'est de connaître vraiment tout le fonctionnement de la dark kitchen, parce que moi, en France, je suis pas du tout, de base, j'étais pas dans ce domaine-là, et ça m'a ouvert d'autres idées, d'autres opportunités en France, tu vois. Et avec toi, ce que j'ai gagné, ça va être on va dire la facilité à créer une marque rapidement. Tu vois, ça, je l'avais un petit peu. Moi, ma marque, en France, je l'ai créée assez rapidement, mais j'ai dû, on va dire, c'est parce que j'ai travaillé dans une pizzeria, voilà, c'était un peu plus compliqué. Que toi, la façon que tu as amené, ton expertise digitale, elle m'a ouvert les yeux sur créer une marque. En gros, c'est comme un testing d'un produit, c'est rapide en vrai. Ouais, c'est extrêmement rapide. Donc moi, j'ai gagné cette expérience-là, même en France. Aujourd'hui, je suis capable de lancer une marque en moins de 2 jours. Je te lance une marque, tu vois, avec tout ce que j'ai appris via le digital, ce que tu m'as appris même point de vue marketing pour développer au niveau des pubs, des créatives, etc. J'ai appris énormément. Donc, on a énormément gagné en maturité, en expérience. On a aussi derrière eu une opportunité, justement. Donc, nous, on voulait arrêter de toute façon la dark kitchen parce que
pour le peu de... Enfin, on faisait pas beaucoup de marques. On avait commencé par celle-ci. Ensuite, on en a créé d'autres, mais on les a pas lancées comme on voulait les lancer. Donc, du coup, on a eu cette opportunité-là de vendre la marque séparément et la Dark Kitchen aussi, tu vois. Enfin, la Dark Kitchen, de plus la laisser, quoi, tu vois. De rendre la Dark Kitchen. Et du coup, on a eu cette opportunité-là. Et on l'a vendu rapidement. Hein. Exactement. Dès qu'on l'a mis sur le marché, mais encore sur le marché, c'était plutôt du bouche à oreille. En 2 semaines, c'est parti. C'est parti super vite. En 2 semaines. Après, le concept, il était fort. Exactement. Les réseaux sociaux étaient très bien développés. Exactement. Il y avait une base mail. Les reviews ils ont joué. Sur Deliveroo, ils ont joué. Et aussi, la personne qui nous a racheté, il sait qu'il peut lancer cette marque de partout. Parce qu'il a tout le process. Il y a le back-end aussi. Tout le travail qu'on a fait, des fournisseurs, tout ça. Pour quelqu'un qui veut s'installer ici, ça a coûté de l'argent. En conclusion, la food ici à Dubaï, oui, mais pas pour tout le monde. Ouais, pas pour tout le monde. Faut faire attention. Il y a des gens qui viennent avec des gros portefeuilles, ils cassent les dents. Il faut venir avec beaucoup de créativité. Et on l'a vu, ici à Dubaï, tu as beaucoup de gens qui viennent de France et que... Ouais, peu importe les bourses en fait. Même si tu viens avec beaucoup d'argent, ça ne veut pas dire que tu vas réussir. Ça, c'est la réalité du marché à Dubaï. Il y en a plein qui arrivent, ils posent 500 000, même 1 million d'euros. Leur commerce, il ne fonctionne pas. Parce qu'il y a des codes ici. Ouais, c'est clair. Tu ouvrirais un truc en France? France direct. Il y a trop d'opportunités, je pense, en France. Le seul problème en France, on le connaît tous, c'est la charge fiscale, on va dire. Les impôts, c'est compliqué, donc il faut jouer avec. Mais au niveau opportunité purement business, il y a un boulevard. Quand tu regardes le niveau, en tout cas, qu'ils ont ici, que ce soit dans les concepts, dans le marketing, dans la dévrabilité, tu vois, quand tu vas dans n'importe quel restaurant ici, le niveau, il est quand même élevé, tu vois. Très haut. Ouais. Très élevé. Donc je pense que il y a des grosses opportunités en France. Je pense que si un jour, j'ai fait ce que j'avais à faire, et que j'ai besoin de faire un nouveau business, c'est un truc que je ferai, tu vois, en France, parce qu'il y a trop d'opportunités, il y a trop d'idées. Et quand tu te confrontes à ce marché ici, tu te rends compte, en fait, que le niveau, il est trop élevé. Ouais. Non, mais c'est clair. Le niveau ici est tellement élevé qu'en France, ça serait facile de se lancer. Donc, stay tuned. Ça arrive. Ça arrive. Bon, la vidéo, comme d'hab, je fais en sorte de faire des vidéos vraiment courtes. Donc, on n'a pas tout abordé, mais on va... je pense qu'en fonction de ce qu'on va avoir en commentaire, etc., on va faire une seconde vidéo si les gens nous le demandent, où on rentrera peut-être plus dans les détails. Ou peut-être que je le ferai moi, je ferai un truc... mais si il y a à parler de marketing, etc., je t'inviterai. En tout cas, merci mon ami. Merci à toi. Franchement, c'était un plaisir. J'espère que suivez-le, regardez un peu ce qu'il fait sur les réseaux, comme je vous ai dit. Et n'hésitez pas. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Et j'ai la personne juste derrière qui veut éteindre la caméra, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. Prochaine vidéo, je ne sais pas encore avec qui je vais la faire. Mais il y a des bonnes choses qui arrivent. Restez connectés. Faut suivre les gars, il y a du lourd qui arrive là sur WeSNG. Il nous régale. Merci à toi. Allez, salut l'équipe.